François Coulombe-Fortier a terminé 9e lors des derniers Jeux olympiques. Depuis, il est devenu un exemple et il contribue au développement de son sport. Le financement, c'est le nerf de la guerre. On a des athlètes hyper performants qui ne pourront se réaliser parce qu'ils n'ont pas les moyens et ils ne sont pas supportés adéquatement pour pouvoir réaliser pleinement. Je devenais un Olympien. Ouais. Et effectivement, la médaille rendue là, oui, on la veut, on s'entraîne, ça devient un objectif, mais le rêve est déjà accompli. Ça a été un excellent combat. Donc, en passant, c'est un géant. Il faisait 6 pieds 8, ce combattant-là. C'était assez impressionnant d'avoir un adversaire aussi grand qui était performant aussi. Pendant des années, les Coréens régnaient là, au niveau mondial, dans toutes les divisions, parce que c'était vraiment un sport ou une discipline traditionnelle chez eux. L'ensemble des Coréens pratiquent le taekwondo. C'est comme... c'est drôle à dire, mais c'est ça, parce que pour être allé en Corée à quelques reprises, c'est vraiment quasiment c'est leur sport national. Bonjour François, Bonjour. Merci de te joindre à nous aujourd'hui. François, tu as une grande carrière dans le taekwondo ici au Québec, on peut le dire quand même là. Donc ça nous fait vraiment plaisir de te recevoir. Le taekwondo, c'est un sport un peu particulier, c'est pas un sport mainstream, on va dire. Tout à fait. Mais c'est un sport très intéressant, que les gens connaissent pas forcément. Alors je voulais déjà te demander comment tu es arrivé dans le taekwondo. Le taekwondo, pour moi, c'est à l'âge de 7 ans. J'avais déjà pratiqué quelques sports. J'étais un jeune très actif. Puis l'été, j'allais au camp de jour. Le camp de jour est l'endroit idéal pour dépenser toute l'énergie. On fait du sport, on essaye plein de disciplines. Puis j'ai eu la chance de voir une démonstration du club taekwondo de Sainte-Foy. Donc à ce moment-là, ça a été un petit peu une révélation. J'étais assis dans le gymnase. Je voyais les athlètes de différentes couleurs de ceinture, des garçons, des filles. Ils ont fait une démonstration, ils frappaient dans des cibles, ils criaient, on entendait le bruit, ça avait l'air à faire du bien, là, à se défouler, etc. Mais il y avait toujours le sourire aux lèvres, il y avait l'air d'avoir du plaisir. Donc moi, c'est aussitôt la démonstration terminée, on a eu la chance d'essayer un coup de pied dans un bouclier et j'ai demandé le soir à mes parents si je pouvais débuter le taekwondo. Un coup de cœur. Alors, taekwondo, c'est un art martial un peu particulier. Alors j'ai fait des recherches avant que tu viennes, parce que je savais que c'était un sport coréen. Mais j'ai appris que c'était une sorte de mix entre du karaté et un art martial traditionnel coréen qui jouait un petit peu avec les pieds. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas du tout le taekwondo, est-ce que tu pourrais nous expliquer très basiquement en quoi consiste ce sport? Donc, effectivement, le taekwondo, il l'appelle le karaté coréen. C'est une discipline, je dirais, qui est très jeune versus les autres arts martiaux plus traditionnels. Tire ses origines, oui, des arts martiaux de quelques milliers d'années. Par contre, le taekwondo s'est formé suite à la Deuxième Guerre mondiale. Un mélange de taekwondo, de sobak, qui est vraiment l'art d'utiliser la voie des pieds et des poings. Mais c'est vraiment, je dirais, ce qui fait sa particularité de nos jours et sa visibilité, c'est le sport olympique, le sport de combat, et qui implique vraiment de marquer des points avec majoritairement les pieds. Donc, on est un sport de plein contact et de coups de pied. Donc là, vous avez des plastrons pour situer un petit peu les gens. Donc vous avez comme un habit un peu traditionnel d'arts martiaux avec des ceintures, mais vous avez un plastron. Le but, c'est de donner le plus de coups de poing ou de coups de pied, c'est plus des coups de pied à l'adversaire pour avoir des points et gagner le match. Tout à fait, exactement. Donc, les techniques traditionnelles sont pratiquées dans les cours réguliers et quand on se spécialise pour le sport de compétition, pour les compétitions, bien là, on va les travailler davantage en fonction du système de pointage. Donc, nouvellement, on est rendu avec un système électronique. Donc, les plastrons sont électroniques, les chaussons qu'on met sur les pieds ont des senseurs qui font en sorte que lorsque le pied touche le plastron, le point va être attribué à l'athlète, tout dépendant si la pression est bonne à ce moment-là. Et les coups de pied sont au corps ou à la tête. Donc, il y a aussi un casque électronique maintenant. C'est un système de gradation de points qui va de 1 point pour l'attribution d'un coup de poing jusqu'à 5 points pour un coup de pied à la tête retourné. Donc, vraiment, c'est évolutif en fonction de la technique qui est utilisée. C'est aussi un système pour gagner un combat. Oui, on doit marquer plus de points que l'adversaire, mais aujourd'hui, le règlement, c'est vraiment gagner 2 rounds sur 3. Donc, ce qui fait en sorte qu'après un premier round, si on remporte, bien, le combat peut se terminer en 2 rounds et passer à la ronde supplémentaire.
C'est intéressant ce que tu disais tout à l'heure pour le taekwondo, parce que c'est un art martial intéressant, c'est spectaculaire. Tout à fait, oui. Surtout aux techniques de pied, on s'entend, c'est assez plus difficile au niveau physique de lever les jambes, de faire des coups spectaculaires, des sauts, etc. Mais c'est vraiment un art martial complet. Donc, monsieur, madame, tout le monde veut trouver une discipline martiale pour apprendre l'autodéfense. Mais le taekwondo a ce volet-là et il est enseigné dans les cours réguliers. Pour d'autres personnes, ça va être beaucoup plus un travail individuel, des frappes dans le vide, comme un petit peu les katas qu'on peut retrouver en karaté, mais on l'a aussi au taekwondo, on appelle ça les formes traditionnelles, donc les pumse, le nom coréen. Puis par la suite, bien, il y a vraiment le volet performance, qu'on parle du sport, ou spectaculaire, démonstration. Donc le volet démonstration qui est là, on peut voir des fois des vidéos sur Internet, on a vu America's Got Talent, une équipe de taekwondo de la Corée qui allait présenter de façon spectaculaire, c'est ce qu'on apprend avec des cassages de planches et des acrobaties. Les coups dans les airs, les fameux... Donc c'est ça finalement qui t'a accroché à ce sport directement quand tu as vu ça à 7 ans? Absolument. Bien, le fait de pouvoir canaliser mon énergie, frapper dans des cibles, dépenser, mais j'étais une personne extrêmement curieuse. J'aimais apprendre, mais je ne pouvais pas apprendre en restant assis. Donc, aussitôt qu'on apprenait une technique, on pouvait la pratiquer dans les cours. Puis, je pense que c'est ce qui accroche les jeunes parce qu'ils ont tout de suite la chance de l'essayer, puis d'améliorer leur technique, puis de voir le résultat. On frappe dans une cible, on entend le bruit, et puis la fois d'après, il y a plus de bruit, on sent qu'on frappe plus fort, on s'améliore. Ça crée vraiment une belle estime de soi. Puis quand on est bien encadré, avec un bon entraîneur, ben, les valeurs du taekwondo, ben, elles sont très bien véhiculées à ce moment-là. Ça reste un art martial. Je sais qu'il y a le côté sport, mais il y a aussi l'autre côté des arts martiaux, d'apprendre le contrôle, la sagesse, la force dans le mouvement, l'agilité. C'est pas juste frapper, c'est pas juste faire des combats. Tu as aussi tout cet esprit un petit peu asiatique qu'on retrouve dans les autres arts martiaux, qui fait aussi partie intégrante du taekwondo. Absolument. Je pense qu'à la base, un parent qui inscrit son jeune ou même une personne qui vient par elle-même veut apprendre l'art martial, la philosophie de cet art martial-là. Nos valeurs en taekwondo, bien, notre credo, qui est les 5 mots, les 5 valeurs qu'on tente de respecter et qu'on fait une promesse de s'engager dans la vie à respecter, bien, c'est premièrement la courtoisie. C'est la base, hein, être une personne polie, respectueuse. On a l'intégrité, donc la persévérance, le contrôle de soi et le courage. Ces 5 valeurs-là sont enseignées aussi aux plus jeunes, souvent qui ne comprennent pas nécessairement la signification du mot, mais ils sont appris dans les cours. Puis ultimement, ces personnes-là, ben, ils vont l'intégrer dans leur vie, puis ça va leur suivre toute leur vie. Donc, selon moi, c'est ce qu'il y a de plus beau dans notre discipline. Après vient évidemment le sport. Hein. On est un sport, on est comme les autres disciplines sportives. On est reconnu par le gouvernement, on a une belle discipline et c'est possible d'y performer. Alors à 7 ans, tu commences. À 8 ans, j'ai vu, tu commences déjà les compétitions. Oui. Donc tu deviens tout de suite mordu de ce sport. Oui, ben, le combat. Moi, ça venait me chercher. J'avais un opposant en avant de moi. Je pouvais rivaliser avec une autre personne qui pratique le même sport que moi. 8 ans, ceinture jaune, je crois. Première compétition à Trois-Rivières. Donc, même pas dans la région d'où je viens. On devait se déplacer avec mes parents. Puis, une belle expérience. Je n'ai pas remporté la médaille d'or. Hein. C'est pas comme ça que ça commence. Les histoires sont différentes d'une personne à l'autre, mais ça m'a accroché beaucoup, l'aspect compétition au niveau combat. Donc tu sais que c'est ton sport à partir de 7-8 ans. J'imagine après, tu continues tes entraînements. Tu as déjà des objectifs. Tu dis, moi, je veux faire de la compétition, je veux évoluer dans ce sport, je veux avoir ma ceinture noire le plus vite possible. Comment ça se passe quand tu commences? C'est un coup de cœur, vraiment, toute ta vie tourne autour de ça parce que tu en as fait finalement ton métier. Donc, est-ce que tu as accroché tout de suite? J'imagine que les coachs ont fait partie de ta vie quand tu étais jeune. Ils ont une grande importance pour toi. Comment tu vois ça quand tu grandis avec le taekwondo? C'est un peu de tout. Tu sais, à la base, je demande à mes parents de pratiquer le taekwondo. Donc, c'est un choix. J'ai un défi, j'ai un objectif. Oui, ultimement, la ceinture noire à l'âge de 7 ans, la ceinture noire, ça semble un peu... c'est loin. Ça va prendre un certain temps, mais chaque étape
le début au taekwondo, un passage de grade, donc ce n'est qu'une petite barre sur une ceinture, on ne parle même pas d'une ceinture. C'était des objectifs, des défis qui venaient me chercher au quotidien. Donc oui, je m'entraînais, j'avais surtout du plaisir, j'avais l'objectif en tête, mais ça passait vite. Donc, mais c'était effectivement mon choix et ma discipline. J'aurais pu, à travers ma carrière, à travers mon développement en taekwondo, être intéressé à essayer autre chose, mais ça venait vraiment m'encadrer. Je pratiquais le taekwondo durant l'année scolaire, donc de septembre à juin, puis après ça, l'été, je pouvais essayer autre chose si je voulais. Donc, effectivement, c'est devenu rapidement c'est ma discipline, c'est mon sport, je m'engage. Puis, évidemment, l'atteinte de la ceinture noire, le but n'était pas de l'avoir le plus rapidement possible, mais surtout d'où ce que je venais, il fallait être prêt. Donc, on devait être prêt, s'entraîner longtemps, s'entraîner fort, assurer... la persévérance était bien apprise là, dans mes cours, mais s'assurer qu'on était prêt puis qu'on voulait vraiment cette étape-là ultime de la ceinture noire. Les coachs ont fait toute la différence. J'ai été, dès mon jeune âge, sous la supervision d'Alain Bernier, qui est mon entraîneur de tous les temps, donc qui a commencé avec moi et qui est encore présent aujourd'hui. Donc, effectivement, ça a été une motivation, puis des amis. À travers le sport, on se fait des amis. Même si dans nos entraînements, on est un sport individuel, puis on va faire des combats contre les autres participants, mais ça crée des liens. Puis ça fait en sorte qu'on évolue avec eux, puis ça devient normal d'aller là, puis d'être même plaisant parce qu'on a hâte de revoir nos amis. Alors tu grandis avec tout cet entourage de taekwondo, c'est une petite famille j'imagine, parce que c'est un sport mineur quand même au Québec, donc tu vois tout le temps les mêmes personnes, vous grandissez ensemble, tu commences à, j'imagine, continuer des compétitions de plus en plus importantes. À quel moment tu dis, là je veux vraiment aller plus haut au niveau compétitif? C'est à 13 ans. J'ai obtenu ma ceinture noire à l'âge de 13 ans. Puis, à ce moment-là, on entendait de plus en plus parler du taekwondo. Moi, venant de la Fédération internationale de taekwondo, donc le ITF, à ce moment-là, on apprend que la Fédération mondiale de taekwondo va être représentée aux Jeux olympiques de Sydney en l'an 2000. Et après discussion avec mon entraîneur, on poursuit les entraînements parce qu'on a des objectifs de compétition régionale, provinciale, voire même nationale dans la Fédération internationale de taekwondo. Puis, le changement se fait. On change de fédération. Ça a été une période très difficile de réadaptation. Donc, c'est un nouveau style de combat. On partait un petit peu du taekwondo style kickboxing. On utilisait beaucoup plus nos poings à un système que c'était uniquement les pieds. Donc, le taekwondo olympique là, de ses débuts n'utilisait pas les coups de poing. Donc ça, c'est ton changement de fédération pour expliquer un petit peu aux gens, parce qu'avant 2000, aux Jeux olympiques, il n'y avait pas de taekwondo. Non, seulement le sport. Oui, exactement. Il y a été un sport de démonstration, le taekwondo, à 2 reprises. Mais c'est à l'an 2000, pour les Jeux de Sydney, qui a fait son entrée officielle là, comme discipline olympique. Puis à ce moment-là, on avait déjà fait le transfert depuis quelques années. On se préparait parce qu'on était une belle gang qui rêvait. Mais est-ce que c'est le règlement qui a changé, qui vous a fait dire, maintenant on fait moins de points, on fait plus de pieds? Comment ça s'est passé ce changement-là? C'est intéressant. C'est vraiment le règlement. Donc, le règlement de combat n'était pas les mêmes. Les techniques apprises, c'était la même base. Donc, le taekwondo, c'est le taekwondo. On utilisait beaucoup nos coups de pied, etc. Mais on change de style. On arrive sur on frappait, nous, on avait des pieds et des poings. On frappait directement sur la portion du corps ou de la tête de notre adversaire. On n'était pas très bien protégés, mais c'était un léger contact. Et là, on arrive à plein contact avec des plastrons. Les rondes de combat étaient plus longs. Il y avait un système de pointage qui était attribué. Ce n'était pas juste une décision des arbitres. Donc, tout ça a fait en sorte que nos meilleurs athlètes, et ceux avec qui je m'entraînais, qui avaient des résultats exceptionnels. Je m'entraînais avec des champions du monde dans une fédération. Et en faisant le changement, on repart à perdre au niveau provincial. Alors, ça a été de redescendre. Dans mon cas, j'ai gardé ma progression, mais dans le cas de mes partenaires, ça a été de recommencer presque à zéro une discipline, mais en ayant le rêve et la possibilité d'atteindre quelque chose de plus haut. C'est sûr que l'arrivée des Jeux olympiques dans l'image du taekwondo, ça change tout pour les athlètes, j'imagine. Absolument. Puis non seulement pour les athlètes, mais pour la discipline. Dans le fond, on est un sport olympique, on est reconnu.
les comités olympiques embarquent dans tout ça, le financement, la visibilité, les médias. Tout ça, on fait en sorte que maintenant, il y a l'espoir olympique. Puis, en ayant cette reconnaissance-là, c'est possible. Il reste à mettre les efforts, à voir si c'est réaliste et aussi planifier des échéances en conséquence. Alors toi, ta première expérience des Jeux Olympiques, parce que tu arrives jusqu'aux Jeux Olympiques, c'est Pékin, il me semble, où tu ne participes pas, je crois. Tu es à l'entraînement, tu es là pour aider l'équipe, pour remplacer éventuellement, je pense, s'il y a un blessé. J'imagine que ça se passe comme ça. C'est pas tout à fait. Dans le fond, la qualification, c'est une qualification individuelle. Donc, je n'étais pas qualifié pour Pékin, mais j'étais partenaire d'entraînement et on me disait remplaçant. Mais le remplaçant, c'était si l'athlète qui participait dans la même division que moi se blessait avant le tournoi. Parce que rendu sur place, on ne peut pas faire de remplacement de dernière minute dans notre discipline. C'est vraiment... l'athlète qui est accrédité doit compétitionner. Mais on parle de s'il y avait eu, mettons, une blessure 2 mois avant, là, j'aurais pris la place pour y aller. Mais effectivement, c'était ma première expérience à Pékin, avec l'équipe qui était une belle équipe aussi, une équipe du Québec intéressante. On avait 2 athlètes du Québec, Sébastien Michaud et Karine Sergerie. Puis, en étant là-bas, en ayant... participer à ma façon, donc en étant partenaire d'entraînement, en ayant supporté mes partenaires aussi. J'ai vu ce que c'était et je ne voulais pas revivre cette expérience-là de la même façon suite à Beijing, bien évidemment. Là, en 2008, tu as quel âge, pour situer un petit peu? 2008, j'ai 24 ans. 24 ans, donc c'est jeune. En plus, Pékin, ils font ça en grand. Je me rappelle cette cérémonie d'ouverture magistrale avec les tambours. Et puis, c'est vraiment les gros Jeux Olympiques. Absolument. Donc, j'imagine, quand tu vois ça, tu dis la prochaine, c'est pour moi. Je veux y aller, puis je veux compétitionner. Ah oui, ça, c'est sûr. C'était un peu... Beijing, c'était quand même l'accomplissement du travail je dirais, du taekwondo au Québec. Parce que nos premiers représentants du Québec ont participé aux Jeux Olympiques à Beijing en 2008. Par contre, on avait des athlètes performants. Même moi, j'étais performant avant ça. Pour 2000, c'était un peu tôt. J'étais jeune dans mon développement. Mais 2004, on était déjà champion canadien et on avait des résultats exceptionnels. Mais la situation faisait en sorte que c'est tellement dur de se qualifier. Il y a 2 athlètes masculins et 2 athlètes féminines maximum par pays qui pouvaient représenter, aller aux Jeux Olympiques. Et ça, on parle de toutes catégories confondues. Donc, oui, ça ne fonctionne pas 2004, 2008 non plus, mais pour moi, ça allait être soi. Là. Le 3e cycle olympique, ça allait être mon cycle. Et pour se qualifier justement pour les Jeux Olympiques, est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment ça se passe? C'est du tournoi à l'international, tu cumules des points, comment ça se passe exactement? Alors, depuis les Jeux de Londres 2012, on a un système de classement mondial ou olympique, un ou l'autre, qui fait en sorte que les athlètes vont chercher des points de classement dans différentes compétitions. Tout ce qui est international, bien sûr, et tout ce qui est de classement G, qui est de la World Taekwondo. Il attribue des systèmes de pointage en fonction du calibre. C'est comme un circuit de Coupe du Monde dans lequel il y a des tournois ouverts, que tous les athlètes peuvent participer. Ensuite, il y a des tournois qui sont officiels, comme chaque pays envoie, soit dans des championnats panaméricains ou le championnat du monde, une équipe. Et finalement, il y a les tournois de classement Grand Prix, qui là se donnent un peu plus de points, mais c'est seulement les athlètes sélectionnés dans les meilleurs du classement mondial qui ont accès à ça. Bien évidemment, pour avoir accès au Grand Prix, on doit être parmi les top 32, je pense, au monde. Mais pour se qualifier aux Jeux Olympiques, de ce système de classement-là, ils n'en prennent que 6. Donc, 6 meilleurs athlètes au monde avec le classement mondial. Et ensuite, ça vient le classement par continent. Donc, aléatoirement, les athlètes sont choisis par leur pays en fonction soit de leur classement ou leur meilleure chance de se qualifier. Et de chaque continent va sortir 2 participants pour un total de 16 aux Jeux Olympiques. Donc, très peu de personnes. Donc, entre 2008 et 2012, tu te donnes à fond, j'imagine, dans tous les tournois que tu peux. Et tu arrives finalement à te qualifier pour les Jeux de Londres. Absolument. Donc, je remporte ma qualification continentale pour y aller. Puis, à ce moment-là, le classement me mettait tête de série numéro 2. Donc, sur les 16 athlètes, j'étais classé numéro 2. Et prédisait même une médaille d'argent, donc pour ces Jeux-là.
C'était quand même flatteur, mais le travail y était, les efforts y étaient et les résultats aussi. J'imagine quand tu as appris que tu étais sélectionné pour les Jeux, tu devais être fou allié, c'est le Graal un petit peu. C'est sûr que la médaille vient, c'est le Graal suprême, mais être qualifié aux Jeux Olympiques, c'est j'imagine le rêve de tout athlète quand même, pour représenter son pays, sa province, son club. Ça devait être quelque chose. C'était incroyable. C'est un moment... il y a eu 2 phases dans ma situation. Lorsque j'ai qualifié ma place, ou du moins le pays, à la qualification continentale, j'étais fier et j'étais prêt. Donc, je venais de réaliser que les poids lourds allaient être représentés au Canada. Et dans les poids lourds, j'étais très confiant au Canada. Je remportais ma place depuis quelques années. Mais je devais revenir au pays pour m'assurer ma place, ma participation. Puis j'ai eu à livrer un seul combat contre la personne qui ressortait du lot des autres. Puis ça a été un combat à sens unique. Là. J'étais prêt, c'était ma place, personne ne pouvait me l'enlever. Puis à ce moment-là, tout s'est effondré. Là. C'était enfin, les émotions. C'était vraiment l'aboutissement d'un rêve, puis que j'allais le vivre, puis que personne ne pouvait m'enlever ça. Je devenais un Olympien. Ouais. Et effectivement, la médaille rendue là, oui, on la veut, on s'entraîne, ça devient un objectif, mais le rêve est déjà accompli parce que c'est la qualification, c'est de le vivre qui était le but. Alors là, après, tu t'entraînes pour les Jeux Olympiques, j'imagine, sans relâche, parce que tu touches le rêve là du bout des doigts, et tu arrives à Londres, et puis ça y est, tu arrives en tant qu'athlète. Ça te fait quoi, là, la cérémonie, d'arriver, de faire ton premier combat? Qu'est-ce que tu ressens là, à ce moment-là? J'ai commencé le taekwondo en 92, puis 2012, je me qualifie, ça faisait 20 ans de taekwondo. 20 ans pour vivre une journée de combat, pour moi, c'était plus que ça. Je voulais vivre les 2 semaines des Jeux Olympiques au complet. Puis ça partit avec l'avion, là, juste prendre l'avion, partir avec mon équipe, mon coach qui était là quand j'ai commencé à l'âge de 7 ans, puis qui me suit aux Jeux Olympiques à 27 ans. C'est une chance incroyable. Là. Ouais. Je le vis avec, on prend l'avion, on arrive, un village olympique, cérémonie d'ouverture. Il y a 80 000 personnes dans le stade qui saluent l'entrée des athlètes. Je suis avec 300 athlètes du Canada, on est tous habillés pareil, on salue la foule. Ce moment-là est incroyable. Puis honnêtement, on est debout très longtemps. Dans mon cas, c'était pas une problématique niveau performance. J'allais compétitionner seulement la dernière journée des Jeux Olympiques, soit le 11 août. Donc, à ce moment-là, on vit un peu le village olympique, on s'entraîne 1 ou 2 journées, mais on quitte Londres, puis on va s'entraîner à Eindhoven, aux Pays-Bas. C'est un endroit qu'on avait déjà planifié pour se retirer un petit peu de la pression des Jeux, vu que le taekwondo était plus vers la fin. Pendant 1 semaine, on s'entraîne là. On est l'équipe canadienne olympique qui regroupe 3 Québécois, soit Karine Sergerie, Sébastien Michaud et moi. L'ensemble de l'équipe canadienne, c'est des Québécois de la région de Québec, avec notre entraîneur, notre préparateur physique, notre chiropraticienne. Donc, on est vraiment une belle équipe. On suit, on s'entraîne fort et on avait chacun des partenaires d'entraînement. Donc, ça, c'était spécial de vivre ça parce qu'on ne sentait pas qu'on était l'équipe nationale sous la supervision d'autres personnes. On se sentait en famille, la même équipe avec qui on s'entraîne à longueur d'année. Après 1 semaine, on revient. On revient à Londres, village olympique. On est dans des chambres avec d'autres athlètes de d'autres disciplines. Et puis là, la compétition commence. Donc, moi, le taekwondo, c'est sur 4 jours en fonction des catégories de poids. Puis en étant poids lourd, je suis la dernière journée. Donc, j'ai pu assister, voir chacune des journées de compétition. Pas du début à la fin. Hein. Je pense qu'on a besoin de relaxer un petit peu aussi. J'ai assisté à d'autres compétitions plongeon. Je suis allé voir du plongeon, je suis allé voir de la nage synchronisée. Puis, pour vivre ça, pour aller encourager l'équipe canadienne olympique. Puis arrivent évidemment mes partenaires qui combattaient la journée avant moi. Une dure journée pour eux, ça a été plus difficile. Mais dès le lendemain, moi, j'étais prêt. J'allais vivre ma journée de combat. Alors, la journée d'un athlète olympien, elle ressemble à quoi à peu près? Est-ce que tu te lèves tôt? Est-ce que justement, tu essayes de te relâcher le plus possible jusqu'à ton premier combat? J'imagine que ton coach, il est avec toi, puis il est là aussi pour l'aspect psychologique, parce qu'il y a beaucoup de pression, tu sais, c'est un rêve pour beaucoup de monde. Donc, j'imagine que vous essayez d'organiser la journée pour que tu sois le plus relâché possible pour tes premiers combats.
Absolument. Bon, tout se passe sur une journée. Donc, on connaissait déjà l'arbre de combat, hein, le draw qu'on appelle, là, le tableau. Et en étant tête de série numéro 2, j'étais le dernier à passer de la ronde préliminaire. Donc, la ronde préliminaire, c'était chez les filles poids lourds, ensuite les garçons poids lourds, puis j'étais vraiment le dernier combat. Je connaissais mon heure et mon adversaire. Tu avais déjà combattu contre cet adversaire-là? Non, jamais. Okay. Donc, c'était un Russe issu des qualifications mondiales. Donc, il avait gagné la première place de la qualification mondiale. Okay. Donc, on savait qu'on avait un bon athlète à affronter au premier tour, rapide, mais j'étais en confiance. Donc, je me lève assez tôt. J'ai jamais été un lève-tard. J'aime pas ça traîner. Puis, c'est important pour moi, dans ma préparation, de faire un premier échauffement tôt le matin. Donc, juste une activation qui fait en sorte que les jambes sont réveillées, le cœur est éveillé aussi. Puis, ensuite vient là la phase de repos avant de se préparer comme il faut pour les combats. Puis, je dirais 1 heure avant, 1h30 avant le premier combat, là, c'est phase taping. On se prépare, phase d'échauffement. Puis là, un bon deuxième échauffement pour être prêt. Et l'entrée. Donc, l'entrée dans l'arène, on va dire comme ça, dans le stade pour les combats devant 5000 personnes. Ils appellent ton pays, ils appellent ton nom. Tu rentres sur le ring surélevé au centre, tu salues la foule. Entendre ma mère dire « Allez, François! » C'était exceptionnel que mes parents soient là aussi pour ça. Puis... oui, du stress, mais tellement un beau moment. Ouais. Tu l'entends quand même, ta mère, parce que souvent les athlètes, quand on leur dit « est-ce que vous avez entendu la foule ?» Il y en a, ils disent « non, j'étais dans ma bulle, je fais mon truc », puis ils n'entendent pas. Toi, t'entends ta famille en plus te dire des encouragements. Bien, on n'a pas l'habitude d'avoir les grandes scènes nécessairement en taekwondo, de présenter devant 5000 personnes, devant des caméras, les lumières, des millions de personnes à la maison. Ça l'amène un stress supplémentaire. Peut-être plusieurs personnes aiment être dans leur bulle à ce moment-là, mais moi, je le vis. Là. Je vis le stress, je le sens, je sens mon courage embarqué, mais je sens ma mère là, parce que ma mère n'assistait pas à mes tournois en temps normal. Puis en rentrant, sans même savoir où étaient mes parents, j'ai regardé dans la foule, puis je les ai vus. Puis entendre mes parents, puis dire « Ah, crime! » Ils ont fait le voyage, ils sont là, ils vont le vivre à leur façon, hein, comme spectateurs, mais je suis fier qu'ils soient là. Puis, donc non, oui, j'étais concentré, j'étais prêt, mais je suis capable d'apprécier ces moments-là aussi. Alors là, tu commences ton premier combat. Comment ça se passe pour toi? Est-ce que tu arrives à gérer ce stress? Comment tu le vis, ce premier combat olympique? C'est, encore une fois, je rentre, puis aucun doute. Je n'avais aucun doute dans ma tête. J'allais remporter ce match-là. J'allais faire un round à la fois, puis m'assurer que je livre le meilleur combat que je pouvais livrer. Mon adversaire était très rapide, pouvait être imprévisible sur certaines techniques, mais ça a été un combat à sens unique, encore une fois, que j'ai remporté 7-3. Très confiant à Lyon. Hein, c'était la sensation que j'avais. Le commentateur, à ce moment-là du match, disait ça, entrer en Lyon dans le combat. Puis ça reflétait bien comment je me sentais à ce moment-là. Alors, tes Jeux olympiques, est-ce que tu peux nous résumer un petit peu comment ils se passent pour toi? À quelle position tu finis? Puis comment tu vis justement toute cette fin des Jeux olympiques, etc.? Donc, après un premier match remporté en huitième de finale, j'accède à la ronde des quarts de finale. Donc, un combat décisif qui fait en sorte qu'on tombe dans la ronde des médailles ou qu'on termine notre participation. À mon deuxième match, j'affronte Daba Modibo Keita du Mali, qui est 2 fois champion du monde. Chez les poids lourds, c'est l'athlète qui a été le plus décoré là, au niveau mondial. Puis, donc là, ce deuxième combat-là, j'anticipais vraiment le match probablement le plus dur sur l'ensemble des athlètes qui étaient dans mon tableau de combat. Ça a été un excellent combat. Donc, en passant, c'est un géant. Il faisait 6 pieds 8, ce combattant-là. C'était assez impressionnant d'avoir un adversaire aussi grand qui était performant aussi. Un premier round difficile pour moi. Et je perds 4-1 au niveau du pointage à ce moment-là. Mais j'ai surmonté dans le deuxième round en touchant la cible à la tête, mon adversaire, en le faisant tomber au sol. Un combat qui a vraiment changé. À ce moment-là, j'ai repris les devants 5-4. Mais finalement, au troisième round, je me suis incliné.
Il est passé à la ronde des demi-finales et puis moi, je tombais au repêchage. Tout dépendant de la suite des choses, je pouvais revenir peut-être pour la médaille de bronze, mais ça n'a pas été le cas. Donc, j'ai terminé au 9e rang de façon officielle aux Jeux olympiques de Londres, puis la tête haute. Très fier de ce que j'avais accompli. Déçu de ne pas ramener une médaille, mais pas fâché. J'avais l'impression d'avoir tout donné, d'avoir bien fait, mais le résultat, c'est que mon adversaire avait été meilleur que moi. Cette fois-là, pas pour la vie. Cette fois-là. Cette fois-là. Oui, c'est les Jeux olympiques, mais je repartais avec une idée avec mon coach en disant, bon, mais là, j'ai perdu ce match-là, j'ai bien fait, je suis fier, mais qu'est-ce que je peux faire la prochaine fois si jamais je réaffronte un adversaire comme ça? Puis là, ben, on laisse couler un petit peu, on vit le moment, on finit les Jeux olympiques, la cérémonie, puis ensuite quelques vacances avant de reprendre le boulot parce que ça n'allait pas se terminer après les Jeux. Ouais. C'est sûr, c'est quand même une magnifique 9e place, c'est quand même les Jeux olympiques. Des fois, on voit des champions du monde tomber pendant les Jeux olympiques sous la pression, sous un adversaire peut-être difficile à ce moment-là. Donc tu sors des Jeux olympiques, contrairement à d'autres, t'es pas effondré, ça c'est super. Donc tu repars tout de suite à l'entraînement, tu dis, mon objectif c'est quoi? C'est les prochaines compétitions? C'est les prochains Jeux olympiques? Tu sors comment là? Mission accomplie. Donc là, l'objectif, le rêve, c'est important de faire une pause, c'est important de revenir sur Terre, donc vivre des moments en famille, avec mes amis, me changer des idées, voir au niveau des études, est-ce que je poursuis dans le domaine que je suis ou est-ce que je change, qu'est-ce qui m'intéresse un peu plus. Donc, penser à mon avenir, pas juste sportif, mais aussi mon après-carrière. Donc, quelques vacances, mais pas trop longues, parce que dans mon cas, revenir à l'entraînement après une longue pause, c'est difficile. On doit garder quand même la forme. Donc, reprendre l'entraînement, simplement pour dire, je roule, je continue à rouler, puis voir les prochains tournois qui vont se présenter et voir aussi ce que je veux faire par la suite. Mais peu après la reprise d'entraînement, je savais que je n'allais pas faire un cycle olympique complet. J'avais des problèmes de santé, des problèmes de genoux, des opérations qui devaient se faire ou que justement j'avais des décisions à prendre. Donc j'ai poursuivi avec ces petits problèmes-là en disant je vais vivre une compétition à la fois, une année à la fois. Puis tranquillement, ça se plaçait. Ça se plaçait dans ma tête. Je savais où est-ce que j'étais rendu. Je savais que l'après-carrière s'en venait, que je devais penser à tout ça. Puis j'ai poursuivi jusqu'en 2014. À ce moment-là, lors de ma dernière compétition, ça faisait tout près d'1 an que c'était planifié, que j'allais me retirer. Après un tournoi, je voulais vivre un autre championnat du monde, qui encore une fois, dans mon cas, c'était une belle expérience, mais perdre dans un combat de quart de finale ou de huitième de finale contre le premier. Tu sais, celui qui remporte, des choses comme ça. Mais c'était des belles expériences à vivre. Puis je voulais terminer ma carrière avec un tournoi sans pression. Un tournoi avec ma famille, avec ma gang de taekwondo. C'était eux autres, ma famille. Puis ça s'est terminé au US Open à Las Vegas. Puis ma décision était prise. Pas une contre-performance, mais simplement dire, on finit ça là. La ronde d'adieu. C'est une superbe carrière en tout cas pour le taekwondo canadien et québécois parce que aussi on représente la petite province ici. Justement, tu parlais de la famille. Ça, c'est un sujet qui est intéressant dont j'ai parlé avec des précédents invités. Dans ta famille, tu étais le seul à faire du taekwondo. Elle t'a suivi j'imagine les compétitions. Tu disais ta mère ne venait pas te voir, c'est ça? Non, c'est faux. Dans le fond, c'est les compétitions internationales. Mes parents ils m'ont toujours supporté, ils m'ont encouragé. Mais c'était ma décision, mon choix. Puis mes parents, ce n'étaient pas des parents suiveux, là, dans le sens que chaque personne est différente, chaque famille est différente. Ils m'encourageaient à leur façon. Sont venus à quelques reprises me voir dans des tournois nationaux, provinciaux avant, quand c'était pas trop loin. Mais à l'international, ma famille m'encourageait à distance. Ouais. Je le sais parce que des fois, dans les sports de combat, j'ai des amis. Les parents ne veulent pas venir voir au cas où il se passe quelque chose. C'est des sports, des fois, un petit peu particuliers. Je me demandais si ta maman était un petit peu sensible à ce niveau-là. C'est sûr que les émotions... en tant qu'athlète, je n'étais pas là pour contrôler les émotions de ma mère. Elle pouvait le vivre à sa façon aussi. Je crois qu'effectivement, en étant un sport de combat, il y a des petites inquiétudes qui peuvent arriver. Voir son fils se faire
faire mal, peut-être mettre KO aussi, parce que ça peut arriver aussi. C'est pas des belles images qu'on veut voir. Mais dans mon cas, c'était pas nécessairement ça. C'était vraiment parce que c'était mon choix de faire ce sport-là, d'investir mon temps, mon argent, parce que ça prend des sous aussi à investir là-dedans. Puis effectivement, j'étais le seul à pratiquer un sport de compétition dans ma famille. Mais notre famille se complète bien, on a un bel équilibre, on a chacun nos spécialités, notre domaine. Puis, mais mon père, je pense qu'il en avait fait, étant jeune, oui, à l'université, il avait essayé le taekwondo, donc c'était pas inconnu pour lui, là. D'accord. Tu parlais aussi des rémunérations. Il y a des petits sports qui sont beaucoup moins rémunérés. Tu joues pas au hockey, tu n'es pas en ligue majeure. Justement, comment ça se passe pour un athlète qui a un objectif olympique? La fédération le sait généralement d'ailleurs, quels athlètes vont certainement aller ou ont des chances de participer dans les grosses compétitions. J'imagine, est-ce que tu as une rémunération de la fédération? Est-ce que tu dois forcément travailler à côté? Est-ce que tu peux expliquer un petit peu c'est quoi le quotidien d'un athlète dans ce sport-là pour accéder, parce que tu as les compétitions internationales qu'il faut que tu finances. Absolument. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu au public en général comment ça se passe? Avec plaisir. Le financement, c'est le nerf de la guerre. On a des athlètes hyper performants qui ne pourront se réaliser parce qu'ils n'ont pas les moyens et ils ne sont pas supportés adéquatement pour pouvoir se réaliser pleinement. C'est triste parce que ils s'entraînent très fort, ils s'entraînent avec passion, mais ça devient tellement lourd à gérer l'aspect financier qu'ils ont des décisions constamment à prendre, des inquiétudes à se dire « je vais-tu être capable de participer à ce tournoi-là ou à un autre ». Dans ma situation, je suis déjà un athlète d'ancienne génération dans le sens que dès mon jeune âge, dès 18 ans, là, je faisais partie de l'équipe nationale. Et quand on est sur l'équipe nationale, le tournoi officiel de l'année était payé par la Fédération canadienne. Donc, aller aux championnats du monde, aller dans des championnats panaméricains. J'ai fait quelques compétitions de circuit qui étaient aussi financées. Mais tous les tournois ouverts de Coupe du Monde, on payait de notre poche. Donc, moi aussi, il a fallu que je travaille. Donc, un travail de soir ou de fin de semaine pour pouvoir justement payer ces tournois-là. De nos jours, une année de compétition pour un athlète, c'est entre 15 et 20 000 $. Il n'y a pas le choix de sortir pour aller récolter des points. Il se doit d'aller chercher ces participations-là puis d'amener des points de classement, mais aussi de l'expérience pour se développer. Mais 15 à 20 000 $ juste pour l'aspect compétition, c'est énorme. Tu peux même pas subvenir à ce montant-là simplement en travaillant, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a tout le reste à payer. Hein? L'appartement, bref, il y a tout à payer. Donc, la Fédération canadienne va subventionner certains athlètes lors de compétitions officielles. Donc, soit le championnat du monde ou les championnats panaméricains. C'est très rarement pleinement subventionné, le tournoi. La Fédération provinciale a un certain budget pour amener des athlètes lors d'un tournoi de Coupe du monde. Mais c'est une fois par année. Des fois, ils veulent supporter un athlète lors de tournois majeurs sous forme d'un petit montant, mais fait son possible. Mais il n'y a pas des fonds illimités nécessairement. Donc, l'athlète, c'est à lui de trouver un travail pour pouvoir faire ça ou des commandites. Comme vous mentionnez, on a une discipline avec moins de visibilité que d'autres et non plus la possibilité de faire de l'affichage. Donc, lors des tournois majeurs, il y a des caméras, c'est diffusé maintenant avec Internet, c'est web diffusé en direct sur YouTube, la chaîne, mais on ne peut pas faire d'affichage de commanditaire majeur. Donc, c'est toujours... c'est triste un peu, mais c'est toujours sous forme de pitié qui est demandé quasiment aux entreprises, aux gens, pouvez-vous m'aider? T'sais. Mais l'aspect scolaire, dans le fond, des bourses scolaires, lorsqu'un athlète a de bonnes performances et qui est toujours à l'école, il faut vraiment s'assurer d'un après-carrière, il faut étudier. Je pense que ça prend un bel équilibre aussi pour l'épanouissement de l'athlète. Il y a accès à des bourses, qui est un bel atout. Quand tu as des bonnes notes à l'école puis tu t'entraînes fort, on va se le dire, les bourses donnent un très bon coup de main. Puis c'est ce que je suggère à tous les athlètes qui veulent atteindre un jour leur rêve, ou du moins qui veulent vivre un beau chemin pour s'y rendre, reste à l'école. Donc toi, très jeune, comme tu as commencé les compétitions, tu performais, tu disais « je vais faire de la compétition », tu parlais d'études tout à l'heure, donc tu as continué tes études en parallèle avec le sport. Oui. T'étudies dans quoi? Est-ce que tu étudies dans le sport en même temps?
Qu'est-ce que tu avais choisi? J'ai fait une petite partie en sport. Dans mon cas, après le secondaire, le cégep, ça allait être soit j'ai essayé les sciences de la nature pour finalement aller en technique. J'ai fait une technique de génie mécanique. Ça m'intéressait. C'était un domaine dans lequel il y avait de l'avenir aussi, beaucoup d'emplois. Puis j'aimais l'aspect technique de pouvoir travailler directement, apprendre un métier. Une technique qui dure normalement 3 ans m'a pris 6 ans. Donc, je savais, j'avais un cheminement particulier, mais j'avais l'aide à l'école avec les programmes sport-études pour justement accommoder mon horaire. Puis j'ai eu mon diplôme après 6 ans, étant très fier, mais avec une cohorte de personnes qui avaient commencé 3 ans après moi. C'est quand même particulier. Pour par la suite tomber dans une période où j'avais beaucoup de tournois internationaux. J'ai peut-être pris une session ou 2 d'arrêt. Et là, j'ai commencé des études universitaires. J'ai commencé intervention sportive. J'ai changé pour des cours de langue pour apprendre un petit peu, un peu plus de langue à me développer. Et finalement, des cours de communication. Donc, c'est de cette façon-là, j'ai comme fini ma carrière d'athlète en même temps que j'étais à l'école au niveau en communication pour le certificat. Puis par la suite, c'est ça. On va parler après de ton après-carrière, justement. C'est intéressant d'avoir tout le cheminement, puis qu'est-ce que ça prend d'être un athlète? Oui, tu as le sport, mais tu as aussi la vie de famille, tu as aussi le travail, les études, etc. à côté. Donc, quand tu finis ta carrière sportive, est-ce que tu te prends un break? Tu dis, bon là, je me pose, je réfléchis sur ce que je fais? Ou est-ce que tu dis, non, moi, je continue dans le taekwondo, je veux m'investir là-dedans, c'est ma vie, je veux partager. Comment tu te sens à ce moment-là? Comment tu vois ça? Pour ma part, puis je pense que ça reflète quand même plusieurs personnes dans mon entourage. Il y a eu une coupure à faire qui était nécessaire parce qu'on passe de 30 heures par semaine d'entraînement avec une famille, avec des amis, puis avec un mode de vie qui est attaché à la vie d'un athlète étudiant, on va dire comme ça. Pour moi, ça a été une coupure complète avec l'entraînement. Donc, mon corps avait besoin de repos, je pense que ça allait de soi, ma tête aussi. Donc, me changer les idées. J'ai eu un 6 mois là, d'arrêt complet à profiter de la vie, à me changer les idées. J'enseignais encore un peu le taekwondo parce que j'étais engagé avec mon club à ce moment-là à donner des cours. Mais là, on parlait de même pas 5 heures par semaine. Donc, c'était moins pire au niveau de comment dire, moins pire. Il y a eu une coupure qui a été faite. OK. Lorsque, après les 6 mois, j'ai voyagé, donc je voulais voyager avec ma conjointe, vivre des moments privilégiés en couple. Puis ensuite, je suis revenu sur le marché du travail. Je voulais expérimenter d'autres choses. J'ai été représentant pour une compagnie informatique là, dans le domaine médical, que je remercie aussi de la confiance. Ça a été une opportunité sous forme d'un contact de taekwondo, encore une fois, pour partir ma vie professionnelle. Et j'ai fait ça pendant 1 an et demi. Mais suite à la naissance de mon premier garçon, là, j'ai quitté ce métier-là pour pouvoir revenir dans le milieu du sport aussi. Est-ce que tu penses que c'est un enjeu pour un athlète qui finit sa carrière, qui finit peut-être tard ses études, d'après justement avoir la confiance de quelqu'un, de partir en emploi? Parce que généralement, les athlètes sont concentrés sur leur sport. Est-ce que c'est sûr, toi, tu as eu un contact qui t'a permis d'accéder à un emploi, mais est-ce que tu penses que ça peut être un enjeu, peut-être avec tes collègues athlètes, justement, cette reconversion après le sport? Parce que ça reste une carrière sportive. Absolument. Mes collègues qui sont toujours athlètes sont plus vieux. Sont déjà plus vieux que moi lorsque j'ai arrêté le taekwondo. Tu sais, je le vois, là, ceux qui sont dans leur dernière ligne droite là, pour les Jeux olympiques. C'est un questionnement que j'ai. Comment est-ce qu'ils sont prêts? J'en parle pas de façon régulière nécessairement avec ces personnes-là, mais moi, j'ai un doute. J'ai un doute à savoir s'ils sont bien préparés à vivre ce moment-là. Parce que même moi, étant prêt, j'étais un peu face à qu'est-ce que j'allais faire par la suite. Là. Même si j'avais poursuivi mes études, même si je savais que les contacts allaient être là par la suite, les opportunités aussi, la coupure fait du bien, mais lorsqu'on doit revenir puis se dire, là, non, il faut que je m'investisse, là, j'ai une carrière, là, je ne peux pas arrêter ça après ma carrière d'athlète. Alors, il y a de l'incertitude. Puis c'est là que souvent l'athlète va se retrouver démuni, puis que je pense que c'est important, l'éducation. L'éducation scolaire, mais l'éducation de savoir qu'est-ce qui les attend par la suite. Par contre, j'avais aucun doute de mes capacités, de ma confiance à pouvoir évoluer
J'avais pas le sentiment de ne pas pouvoir faire le travail ou quoi que ce soit. J'avais aucun doute, je croyais en mes capacités. Par contre, c'est ça, c'est toujours se dire, est-ce que ce que je vais faire, je vais me réaliser autant? Mais on n'a pas besoin de se réaliser autant. Il s'agit juste de voir, est-ce que ça me plaît, est-ce que je suis bien, est-ce que c'est juste une phase, est-ce que c'est juste une étape qui va m'amener ailleurs par la suite. Puis prendre les choses une chose à la fois, de pas être trop avare de défis ou quoi que ce soit. Je pense qu'après une grande carrière, c'est important d'y aller un petit peu plus modéré. Donc, tu as ton petit garçon qui arrive. Oui. Et là, tu dis, je veux retourner dans le taekwondo. Bien, à ce moment-là, quand mon garçon arrivait avec mon emploi, mon employeur, je faisais beaucoup de travail à l'extérieur, donc développement des affaires dans la région de Montréal. Puis, j'étais moins souvent à Québec. Puis, pour moi, c'était important. Je voulais rester à Québec avec ma famille. Donc, j'ai mis ça sur pause aussi. J'ai resté à la maison 3 mois. C'était génial. Vivre avec ma conjointe puis notre petit garçon qui vient de naître 3 mois à la maison, c'est exceptionnel. Je sais que c'est pas réaliste pour l'ensemble des personnes, mais dans mon cas, j'ai vécu des beaux moments, puis j'ai pu voir mon bébé grandir pendant ces mois-là. Pour retourner sur le marché du travail, oui, donc à temps partiel là, au niveau du taekwondo, qui était un poste d'agent de projet, donc temps partiel, simplement pour donner un coup de main là, au niveau de la fédération, à l'organisation des tournois, des choses comme ça. Et en même temps, je gardais des travails en restauration, des choses comme ça. Donc, ça a été un retour progressif dans le sport. Donc là, tu t'es investi dans la fédération. Tu es actuellement encore dans la Fédération québécoise de taekwondo. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ta mission actuelle? Qu'est-ce que vous faites? Quels sont vos projets à la fédération pour développer ce sport? Donc, lorsque j'ai été engagé, il y avait un seul employé qui était la direction. Donc, beaucoup de dossiers en main, peu de développement, étant donné les capacités. Là, c'est difficile à ce moment-là quand tu as toute l'administration à gérer. Donc, ce volet administratif-là, il y avait un bon travail qui était fait, mais au niveau du développement, mais ça prenait de l'aide. Donc, je suis arrivé comme agent de projet, donc agent de développement, on va le dire de cette façon-là, pour pouvoir assurer un standard qualité dans les événements qu'on allait livrer. Donc, tout tester l'organisation de tournois, la préparation, la communication avec les différents hôtes qui co-organisent des tournois, aller avec des projets de développement, de la formation des entraîneurs, des officiels, amener un petit peu au niveau des communications aussi, donc avoir une image qui va se refléter mais à l'ensemble de la province. Donc, un point de référence pour les clubs, à se dire, en ayant une personne là, qui est le point de référence, c'est quoi le message qu'on veut passer? Parce que la fédération, la mission de la fédération, c'est de permettre à la population du Québec d'avoir du plaisir et de ressentir du bien-être à la pratique du taekwondo. Mais nous, on n'offre pas de cours de taekwondo. Ce sont nos clubs membres affiliés. Donc, il faut offrir quelque chose à ces clubs membres-là, que ce soit sous forme de formation ou de visibilité. Donc, c'est là qui est plus la mission de la fédération. Les enjeux, oui, on veut développer nos athlètes pour qu'ils atteignent des sommets, mais à la base, c'est important de travailler cette base-là, de s'assurer qu'il y a des gens qui pratiquent le taekwondo. Donc, comme chargé de projet maintenant, parce que c'est un poste temps plein depuis quelques années, là, on agrandit l'équipe tranquillement, puis on bonifie les tâches aussi. C'est ça, c'est s'assurer de cet équilibre-là, de cette visibilité-là du taekwondo dans la province, de toujours développer, de pas prendre pour acquis que ce qu'on fait, c'est bon, donc on continue, mais de dire non, comment qu'on peut le faire pour que ça soit meilleur encore et d'augmenter notre cote de taekwondo. Parce qu'on va se dire, on est une fédération reconnue par le gouvernement, mais on peut devenir une fédération mieux reconnue. Donc, de se démarquer des autres disciplines sportives, et c'est quand même ça qu'on veut, là. Puis, évidemment, on a vécu une période difficile au niveau du sport avec la COVID, mais maintenant, c'est un constat, je veux dire, on passe à autre chose. Là. On doit se renouveler, puis encore une fois, grandir si on veut avancer dans le taekwondo, puis on s'en est très, très bien sorti. Est-ce que tu as vu le taekwondo se développer depuis que tu as commencé quand tu étais jeune jusqu'à aujourd'hui, au niveau des participants, des clubs? Est-ce que tu as vu ça se développer particulièrement au Québec? Dans ma vision d'athlète, je le voyais, oui, mais je dirais plutôt que ça changeait. Le taekwondo changeait énormément. Lorsque j'ai arrêté, puis que je suis arrivé plus au niveau
de l'organisation, de la gestion, ben là, j'ai vu des chiffres. J'ai vu les taux de participation au tournoi, des choses comme ça. Il y a eu un déclin de la participation au tournoi, mais ce n'est pas juste à cause que le taekwondo ne débarquait pas. Ça peut être un creux, un bassin d'athlètes qui prend sa retraite, puis ça devient difficile, mais c'est long avant que ça remonte, des choses comme ça. Donc, mais au niveau du membership au Québec, ça va bien. On a tout près de 10 000 athlètes qui pratiquent le taekwondo. On a tout près de 150 clubs affiliés. Puis là, on parle de chiffres approximatifs. On revient de la pandémie, puis on est à 7 500. Donc, on voit que ça va être correct. On va s'en tirer, mais il ne faut pas baisser les bras. Le taekwondo est de plus en plus connu. Pas nécessairement qu'on le voit à la télévision, c'est pas ça, mais je crois que le monde en parle davantage, puis c'est curieux, là, ça vient toujours me chicoter, là, mais des fois, on envoie une publicité à la télévision dans laquelle ils disent « Ah, ben va mettre son linge de taekwondo au lavage. Ils disent pas linge de karaté, ils disent linge de taekwondo. Ouais. Wow! Des émissions pour enfants. Mes enfants, ils sont en bas âge. Des fois, non, viens, c'est ta pratique de taekwondo. Je fais, attends un petit peu, ils parlent de taekwondo. Je pense que le monde, il utilise davantage le mot taekwondo. Maintenant, ils savent. Peut-être qu'ils ne savent pas la différence entre le karaté et le taekwondo, mais ils l'utilisent davantage. Ça fait partie davantage du vocabulaire. Puis lorsqu'ils le voient et qu'ils le pratiquent, et là, ils font comme, wow, OK, on a une discipline vraiment intéressante ici. Puis, niveau local, je vois le développement et je vois vraiment qu'il y a un engouement. De façon personnelle, j'ai mon propre club aussi et je le vois. On reprend. Absolument. Alors écoute, tu parlais de développement du taekwondo au Québec. Tu fais aussi partie d'un club à Sainte-Foy. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton rôle là-bas? Ben, c'est mon club de jeunesse, donc j'ai grandi là, j'ai évolué là-bas. J'ai jamais arrêté d'être impliqué au club de Sainte-Foy sous forme d'enseignement. Mais présentement, je me concentre davantage sur l'équipe de compétition. Donc, la relève, ceux qui aspirent soit un jour aller dans l'équipe d'élite, là, qui vont faire des grands tournois, mais aussi ceux qui veulent vivre la compétition. Donc, j'ai toujours gardé ce rôle-là à travers les années pour redonner aussi à ce club-là, là, le club qui m'a formé, mon coach qui est encore là, donc donner un coup de main là aussi. Puis nouvellement, depuis 1 an, là, j'ai mon propre club aussi dans la région de Portneuf, donc Taekwondo Portneuf. Donc c'est un nouveau défi, c'est quelque chose que faisait plusieurs années que je voulais mettre en place, puis pour permettre à la population de la région de Portneuf de pratiquer le taekwondo parce qu'il n'y avait pas de club dans cet endroit-là. Donc, c'est un beau succès. Quand tu as commencé à coacher, tu parlais de ton coach, c'est Alain Bernier, c'est ça, il me semble? Oui. Est-ce que tu t'es assis avec lui, tu t'es dit, bon, bah là, je veux commencer à coacher. C'est quoi tes petites astuces? À vrai dire, je pense que j'ai appris par l'exemple. Mes capacités ou même, je dirais, mes aptitudes au niveau de l'enseignement, ma pédagogie, je l'ai appris avec les années. Je l'ai appris en regardant M. Bernier, en regardant les autres entraîneurs du club de Sainte-Foy. Donc, il y a pas de... je me suis jamais assis en demandant des trucs, mais je pense que ça allait de soi. Il y avait un partage de connaissances qui se faisait. Puis maintenant, à mon tour, je le partage. Je le partage à des jeunes, je le partage à des assistants instructeurs qui viennent prendre l'expérience aussi en m'accompagnant là-dedans. OK. Est-ce que tu as vu encore une évolution du sport? Parce que tout à l'heure, on parlait de passer des points plus au pied. Est-ce qu'aujourd'hui encore, on voit une nouvelle dynamique dans le sport, des nouvelles techniques qui arrivent? C'est marrant parce que c'est un sport coréen. Là, je regardais un petit peu les numéros 1 mondiaux, etc. Les Coréens ne sont pas dans les premiers mondiaux. Donc, c'est comme si le monde s'était un petit peu approprié le sport. Comment tu vois cette évolution-là actuellement du sport du taekwondo? Bien, comme vous le dites, c'est une belle évolution. Pendant des années, les Coréens régnaient là, au niveau mondial, dans toutes les divisions, parce que c'était vraiment un sport ou une discipline traditionnelle chez eux. Dans l'ensemble des Coréens pratiquent le taekwondo. Là. C'est comme... c'est drôle à dire, mais c'est ça, parce que pour être allé en Corée à quelques reprises, c'est vraiment quasiment... C'est leur sport national. Mais le monde s'est approprié, le taekwondo. Quand on parle du monde, on parle de l'ensemble de la planète. Les pays africains qui avaient peu de revenus, ils dominent.
Le Moyen-Orient a toujours été très, très fort en taekwondo. C'est souvent sous forme il y a un caractère qui est fort aussi, puis il se réalise dans cette discipline-là. L'Europe est fort, l'Amérique aussi. Donc, il a beaucoup évolué. C'est rendu très difficile au niveau des aptitudes physiques à développer. Donc, la souplesse, la flexibilité, si tu n'es pas souple, tu ne pourras pas te réaliser. Par contre, ça se travaille. Ça se travaille dès le jeune âge. Mais la force-amplitude, les athlètes avoir la capacité de laisser les jambes dans les airs à de longues reprises et de frapper au niveau du visage, c'est ce qui est payant, c'est ce qu'on voit. Des athlètes qui sont extrêmement rapides, longilignes, grande portée. Donc, il y a des qualités physiques, mais aussi des aptitudes physiques qui ont beaucoup évolué à travers les années. Il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais dans le temps, c'était peut-être plus explosif, des choses comme ça. » Effectivement, mais on se doit s'ajuster en fonction du nouveau sport. Puis c'est une belle discipline et ça devient très, très, très difficile de se qualifier, on va dire, pour des événements quand que le sport est aussi fort sur la planète. C'est sûr que je pense que le taekwondo... Moi, j'ai fait de l'escrime quand j'étais plus jeune, mais j'ai découvert l'escrime avec les Jeux Olympiques. Donc, je l'ai vu à la télé, parce que on va pas se mentir, je pense que c'est tout le monde pareil. Quand il y a les Jeux Olympiques, tout le monde regarde des sports qu'ils n'ont jamais vus de leur vie. On découvre des nouvelles choses. Et je pense que les Jeux Olympiques ont développé aussi certainement le taekwondo. Et ont fait que il y a des petits gars, des petites filles qui devant leur télé se sont dit, tu sais, ça a l'air sympa. Comme tu disais tout à l'heure, il y a des cris, on lance des coups de pied en l'air, c'est vraiment sympa. Je veux m'inscrire. Est-ce que tu penses que là, avec les JO d'été qui arrivent l'année prochaine, vous allez certainement, avec la fédération, avoir plus de demandes dans les clubs du Québec? C'est très difficile à dire. Avec tout ce qui a été fait dernièrement au niveau de la Fédération mondiale, donc la visibilité du sport, amener aussi un sport accessible, mais aussi un sport qui est très attractif, pour les jeunes. On a une discipline avec la technologie avancée. On a des systèmes électroniques. On peut l'amener de cette façon-là aussi parce que, clairement, un jeune qui va vouloir faire la compétition en lui disant « Tu as sur la télévision le pointage en direct parce que tu joues à un jeu vidéo. » C'est comme un jeu vidéo dans lequel ta manette, c'est tes pieds, c'est tes chaussons électroniques. Donc, cet aspect-là va aller chercher une certaine clientèle. Bien sûr, il reste à voir s'ils vont être épanouis là, dans la pratique quotidienne du taekwondo parce qu'il y a quand même des éléments qui sont de base, très techniques, mais par la suite vient l'aspect de jeu parce que c'est un jeu. Je pense que notre belle visibilité puis notre grande évolution, c'est vraiment au niveau des coups qui ne sont pas... on ne met vraiment pas l'accent sur les coups en force. On n'aime pas ça, voir les commotions cérébrales, puis etc. Puis chez les jeunes, il n'y a aucun coup qui est porté à la tête. Donc, c'est accessible. Puis les parents amènent leur enfant en disant « Wow, OK, il va pouvoir combattre. Ça ne sera pas douloureux parce qu'il est bien protégé. Il y a des protections. Puis la force de frappe n'est pas mise de l'avant. Le but, c'est d'avoir frappé assez fort pour marquer un point, pas pour faire mal à l'adversaire. » Et en ayant un bon développement comme ça, se rendre jusqu'à l'atteinte de ceinture noire, là, le choix peut se faire, rendu à un certain niveau, à dire, bon, est-ce que je vais frapper à la tête? Est-ce que je continue mon évolution? Mais pour ce qui est, donc, la visibilité, l'accessibilité, maintenant, est-ce qu'on va avoir des athlètes de chez nous, du Québec ou du Canada, qui vont être sélectionnés pour les JO de Paris? Est-ce que ces athlètes-là, combien on va en avoir? Si on en a juste un, bon, au moins on en a un, mais si on en a 4, c'est autre chose. Et s'il y a du monde du Québec, c'est autre chose aussi. Tout dépend de la qualification, comment ça va aller. Et ensuite, c'est sûr que si on a du monde au Canada, ça va passer à la télé. Donc, le monde va le voir. Puis, si on a des performances, c'est encore mieux. Donc, si nos athlètes de pointe performent, notre visibilité est meilleure. Donc, nécessairement, on va avoir dans les clubs des gens qui vont s'inscrire. À même titre que la comparaison, c'est l'année 2012-2013. 3 athlètes du Québec, des belles performances, pas de médaille, mais une couverture médiatique exceptionnelle qui ont fait en sorte que le taekwondo a fait, ça a vraiment bondi dans ces années-là. Et là, on va souhaiter revivre la même chose aussi, même si ça va quand même bien. Est-ce que tu sais à peu près quelles sont les dates à laquelle on va pouvoir savoir justement les athlètes québécois, canadiens qui pourraient participer aux Jeux Olympiques? Donc, la première phase, ça va être le 31 décembre 2023. On va connaître les top 6 athlètes de chaque division de poids aux Jeux Olympiques. Donc, il y a 4 divisions de poids chez les filles, chez les femmes, 4 chez les hommes.
Puis donc 6 par division qui vont être qualifiés sur la planète. Présentement, on a, je crois, une Canadienne dans le top 6, là, que Skyler Park, chez les moins de 57 kilos, qui a, on ne peut pas dire presque assuré sa place, tout dépendant des derniers mois, mais elle est bien cotée là, présentement pour pouvoir être sélectionnée. Puis au Québec, on a des bonnes chances avec, je dirais, on a 3 ou 4 candidats là, qui peuvent peut-être se tailler une place là, sur l'équipe, mais il faudrait qu'il y ait des résultats exceptionnels d'ici là et des bons résultats aux compétitions. Viviane Tranquille, chez les moins de 49 kilos. 24e mondiale, elle est Viviane. Oui, exact. Elle s'est développée jeune, mais elle a eu d'excellents résultats dans les 2 dernières années qui la placent parmi les meilleurs espoirs là, au niveau du Québec. Ensuite, on a Marc-André Bergeron, qui est chez les plus de 80 kilos. Marc-André, un grand de 6 pieds 6, c'était mon partenaire d'entraînement pendant que j'étais encore athlète. Donc, il est venu avec moi aux Jeux olympiques de 2012. Et là, de le voir se réaliser depuis, puis sans arrêt, année après année, sur l'équipe nationale canadienne, chez les poids lourds, des belles performances. Donc, va tenter sa chance possiblement pour un dernier cycle olympique. Là. Avec l'âge qu'il a, je comprends que ça serait bien pour lui de pouvoir se classer. On a Ervan aussi, Ervan Nkogo, qui est chez les moins de 68, qui peut être une chance là, parmi les mieux cotés au niveau du Québec. Est-ce que si quelqu'un veut aller voir un beau tournoi, un beau championnat ici au Québec de taekwondo, voir une compétition, est-ce qu'il y a une compétition majeure que tu recommanderais? Pour ce qui est du niveau récréatif, on a de très beaux tournois qui, selon moi, pour une personne qui n'a jamais fait de taekwondo, qui veut connaître la discipline, voir les combats électroniques, les choses comme ça, je pense que ça va chercher un public très large. On a 3 événements dans l'année de qualification. Donc, cette année, à l'automne, un peu moins, c'est plus des compétitions régionales, interrégionales, plutôt locales. Mais au printemps et à l'hiver et au printemps, on a 3 tournois de qualification qu'on fait toujours une fois à Montréal, au centre du Québec, puis à Québec. Et le tournoi final de l'année. Donc, nous, c'est notre grand prix récréatif Taekwondo Québec. Les jeunes repartent avec des coupes, des trophées. Généralement, c'est des médailles, la majorité. Donc, juste l'aspect de voir, je peux repartir avec la coupe. Et niveau récréatif, on a des gens jusqu'à ceinture noire. Là. C'est juste quand on parle de récréatif, on parle de pas de coup à la tête, mais on a un bon niveau de compétition. Mais à la fois, un jeune qui commence à 7 ans, 6-7 ans, jusqu'aux adultes peuvent participer dans ce type de tournoi-là. L'horaire est bien fait. Il y a un beau roulement de combat toute la journée. Il y a une zone de jeu pour les jeunes pour pas que ça soit trop long l'attente entre les combats, les choses comme ça. Je pense que notre belle qualité de tournoi, les standards ont vraiment été améliorés, puis le monde apprécie ça énormément. Le parent qui vient assister à la compétition a du plaisir parce qu'il voit son jeune se réaliser. Et je pense que c'est un beau standard qui a été établi là au niveau récréatif. Si la personne qui est intéressée veut voir du haut niveau, encore une fois, au niveau Québec, on a 2 ou 3 compétitions sélection provinciale qu'on appelle, qui est élite. Tout dépendant des divisions, il y a des divisions qui sont intéressantes, mais il y en a d'autres que par manque d'athlètes de haut niveau, des fois, il n'y a pas de combat possible. C'est vraiment au niveau national qu'on va voir ça à ce moment-là. Puis il n'y a pas de tournoi cette année au Québec, là, au niveau national ou international, qui est prévu à l'horaire. D'accord, très bien. On parlait du haut niveau. Tu nous parlais tout à l'heure que tu as été en Corée plusieurs fois. Est-ce que tu as vu la différence dans la pratique justement de ce sport quand tu as été en Corée versus ce que tu as vécu au Canada? Est-ce que tu as découvert un autre type de pratique? Ça m'intrigue parce que ce sport est originaire de ce pays. Donc ils doivent le voir d'une certaine façon, j'imagine, comparé à d'autres. On pourrait comparer ça, le soccer au Brésil. C'est un sport très, très ancré. Ton expérience en Corée par rapport à ton sport? Au moment où je suis allé en Corée, c'était souvent soit pour un tournoi ou pour un camp d'entraînement. Nous, à la tête de Taekwondo Canada, on avait des entraîneurs ou des présidents de la fédération qui étaient d'origine coréenne. Donc, eux avaient des contacts pour nous amener là-bas. Et eux autres, ça leur permettait d'aller voir leurs amis, leur famille en même temps, etc. C'était pas très positif au départ. Comme athlète, on le vivait en se disant, on doit aller s'entraîner là-bas quand notre formule fonctionne. Parce que si on était qualifié, c'est qu'on faisait quelque chose de bon. Mais nous, on se faisait imposer ça au départ. Par contre, il y a eu du bon. Il y a eu du bon parce qu'on se déplaçait, on s'entraînait intense dans tous les lieux qu'on visitait en Corée. Et que ce soit une équipe
de niveau secondaire, donc il y avait des jeunes de niveau universitaire, de niveau professionnel, parce qu'il y a même des ligues professionnelles là-bas. À chaque endroit où on allait, c'était toujours des entraînements qu'on allait dépenser d'énergie. Nous, c'était payant pour nous. On va le dire de cette façon-là. Mais on n'allait pas chercher l'enseignement de maître coréen ou quoi que ce soit. Nous, on allait là-bas pour s'entraîner, faire des combats. Donc, on allait combattre contre des Coréens, voir un peu c'est quoi leur technique, etc., sans avoir de pression, de performance, ni quoi que ce soit. Et pour les Coréens, eux autres, ils voyaient ça en disant, ben là, les Canadiens viennent s'entraîner, donc on va les étudier. Tu sais, chaque personne tirait son compte là-dedans, mais dans notre cas, c'est ça. Quand on y allait au départ, c'était plutôt difficile, mais avec les années, on a quand même été chercher certaines choses là-bas pendant les camps d'entraînement. Très bien. L'avenir pour toi, ça représente quoi? J'imagine là, tu viens d'ouvrir ton club de taekwondo à Port-Neuf. Est-ce que tu souhaiterais en ouvrir d'autres? Qu'est-ce que tu vois là pour ton avenir? Ben, pour moi, les clubs de taekwondo, c'est la passion. Donc, pourquoi est-ce que je poursuis à Sainte-Foy? Puis, pourquoi est-ce que j'ai ouvert Taekwondo Port-Neuf? C'est vraiment pour redonner, pour vivre l'aspect... J'ai toujours adoré l'enseignement. Donc, voir un jeune, un adulte, peu importe pourquoi il vient s'inscrire, de l'amener à se dépasser, à se fixer des objectifs, à acquérir des belles valeurs. Donc, c'est un partage de passion. Ça, je veux garder ça dans ma vie. De là à dire grossir ou ouvrir plus grand, je pense que je veux garder un équilibre avec mon emploi. Mon emploi qui est important, c'est ma vie, c'est mes revenus. Donc, c'est important que là-dessus, je sois capable d'avoir assez d'énergie pour subvenir aux besoins de ma famille. Et la famille, bien, c'est ça. Donc, c'est quand même ce qui est le plus important. Donc, avoir suffisamment de temps pour voir mes enfants grandir, passer du temps avec ma conjointe en famille. Durant l'année, de septembre à mai, là, c'est toujours plus difficile essayer de coordonner le tout, bien planifié, parce qu'il y a des tournois les fins de semaine, j'enseigne les soirs de semaine, et il y a le travail durant le jour. Donc, je pense que je veux pas, je vois pas l'avenir professionnel ou au niveau de mes clubs trop grand. J'essaie d'être réaliste pour pouvoir profiter de chaque moment avec ma famille. Bah écoute, je te remercie François. J'espère que ça donnera envie aux petits et aux plus grands d'aller voir, d'essayer au moins le taekwondo. J'imagine qu'ils peuvent retrouver la liste des clubs sur la fédération, sur le site de la fédération. Absolument. Donc, taekwondo-québec.ca pour donc le site de la Fédération québécoise de taekwondo. Puis, tout dépendant, il y a des liens vers les régions, vers les clubs qui sont membres de notre association. Facebook aussi, hein? On peut aller poser des questions sur le Facebook de Taekwondo Québec. Ça va nous faire plaisir d'orienter les personnes vers le club le plus près de chez eux. Venez faire un essai. C'est un superbe sport en tout cas. On espère qu'on aura des athlètes aux Jeux Olympiques de Paris. Ce serait magnifique. Si vous ne connaissez pas ce sport, je vous invite à regarder, que ce soit sur YouTube ou aux prochaines compétitions. Vous pouvez tout trouver, comme nous disait François, sur Internet. Et puis, lancez-vous. Absolument, lancez-vous. C'est une belle passion que vous pourriez trouver. Mais dans tous les cas, être curieux, essayer une discipline, puis aller un petit peu au-delà du premier défi qui se présente à nous, ça peut amener des belles passions, des belles carrières. Merci François. Merci Laure. Merci, bonne journée.